Cotam 10-12, autorisé atterrissage piste 04, 020 degrés, 12-16 nœuds. Autorisé atterrissage 04 à Cotam 10-12. L'escadron de transport 360 Estérel est l'unité de transport stratégique de l'armée de l'air. Créée en 1968 au sein du COTAM, commandement du transport aérien militaire, pour mettre en œuvre un seul appareil, le DC-8-55, immatriculé FRAFA. L'escadron est aujourd'hui une unité de la brigade aérienne d'appui et de projection, équipée de 3 Airbus A310 et 2 Airbus A340. Depuis sa création il y a 50 ans, ces équipages ont contribué à toutes les opérations menées par les armées françaises et ont survolé tous les continents et tous les océans. Ils ont ainsi effectué plus de 325 000 heures de vol dans des conditions souvent difficiles, posant leurs gros porteurs sur les différents théâtres d'opération, dans des zones dévastées par des catastrophes naturelles ou devant respecter l'horaire d'ouverture de la porte passager à la seconde près lors des voyages officiels VO. En 50 années, l'Estérel n'a utilisé au total que 12 appareils, 6 DC-8, une Caravelle et les 5 Airbus qui y sont actuellement affectés. L'Estérel a ainsi développé une culture de l'excellence professionnelle qui s'appuie sur le constat suivant. Ces équipages ont toujours ramené les avions au parking et l'escadron n'a jamais été endeuillé par aucun accident. Je ne me vois absolument pas comme le patron d'une compagnie aérienne, mais bien plus comme le commandant d'un escadron. Pour reprendre une publicité qui commence à avoir quelques années maintenant, l'Estérel, ça ressemble à une compagnie aérienne, ça a les avions d'une compagnie aérienne, mais ce n'est pas une compagnie aérienne. Notre raison d'être, c'est clairement la réactivité, la disponibilité, c'est la projection d'éléments militaires dans des situations d'urgence, c'est les opérations d'évacuation de ressortissants, les évacuations sanitaires, les secours à la personne. On est loin du travail d'une compagnie aérienne et on est bien plus dans le travail d'un escadron de l'armée de l'air au quotidien, même si nous exploitons des avions de gamme civile. Le fonctionnement opérationnel de l'unité, nous travaillons en lien extrêmement fort avec notre OPCON, notre contrôleur opérationnel qui est l'EATC, l'European Air Transport Command, situé à Eindhoven aux Pays-Bas. Ce commandement européen du transport aérien militaire nous donne les ordres de vol, c'est-à-dire nous transmet les demandes de mission. Ces deux demandes de mission, elles sont reçues aux opérations de l'unité, maintenant de manière informatique via le logiciel MIT. Et ensuite, toute la musique de l'escadron se met en route pour préparer ces missions. La mission est analysée et préparée au niveau faisabilité technique, au niveau du bureau études opérations. En parallèle, les opérations vont monter les études pour le fonctionnement des équipages, pour la composition des équipages. Donc, on va contacter les grilles, que ce soit les grilles pilotes, mécaniciens sécurité cabine et agents sécurité cabine, en fonction de la durée de la mission et du type de mission. En courte finale, c'est l'équipage qui va préparer sa mission, qui va faire les demandes de log, les demandes de NOTAM, etc. etc. Et le père de cabine, lui, va s'assurer notamment de la réservation hôtelière, de la commande repas, etc. Et le jour J, eh bien, toute la musique est couchée sur la partition, on n'a plus qu'à jouer le morceau de musique et ça se déroule toujours très bien. L'Estérel quitte Villacoublay pour Creil. En 1994, 24 ans après avoir été créé sur la base de Villacoublay, l'Estérel abandonne ses préfabriqués et déménage dans un bâtiment neuf sur la base aérienne 110 de Creil. La flotte mise en œuvre par l'Estérel est dimensionnée pour satisfaire les besoins de projection des armées françaises. Elle permet de transporter, sous très faible préavis, moins de 12 heures, n'importe où dans le monde, les dispositifs d'alerte et de réaction rapide des armées ou des forces de sécurité intérieure ou de sécurité civile. À plusieurs reprises chaque année, les avions de l'Estérel sont sollicités dans l'urgence pour renforcer un théâtre d'opération, pour transporter des secours ou du matériel humanitaire, pour acheminer des forces de l'ordre vers un département d'outre-mer ou pour évacuer des ressortissants depuis un pays en crise. Le fonctionnement de l'unité aujourd'hui est vraiment cyclique et on va avoir des périodes de relève qui vont s'enchaîner, période de relève sur les opérations actuelles, Barkhane, Chamal, etc. Période de relève pour les forces de souveraineté, que ce soit dans l'océan Indien ou dans l'océan Pacifique. La ligne Tahiti, c'est une ligne qui revient à peu près tous les 4 mois.
Donc tous les 4 mois, il y a 1 à 2 avions qui se dirigent vers le berceau de l'unité, vers l'origine de l'unité. Je m'appelle Jonathan, je suis mécanicien de sécurité cabine sur les Airbus A310 A340 de l'armée de l'air. Donc j'ai un poste de chef de cabine, c'est-à-dire que je suis responsable d'une zone de l'avion sous la responsabilité du chef de cabine principal qui lui est réellement le chef d'orchestre de l'avion. C'est-à-dire que lui va faire le lien entre la cabine, les PNT et les intervenants extérieurs. Nous, le but c'est vraiment la partie sécurité, sûreté et aussi du service à bord, voilà, en tant que mécanicien, en tant que PNC. Pourquoi d'être militaire? Donc en fait, déjà ça nous permet d'avoir une certaine flexibilité, c'est-à-dire qu'en effet quand on n'a que des militaires, l'avion est considéré comme cargo, donc du coup on applique une autre réglementation. Et en plus, ce qui définit réellement un militaire d'après le code de la défense, c'est un militaire doit être disponible en tout temps, en tout lieu, et donc sa mission peut aller jusqu'au sacrifice suprême. Et pour moi, quoi de plus représente l'Estérel que cette mission en tout temps et en tout lieu? Et on va là où les autres ne vont plus, quand il y a Fukushima, quand il y a des événements comme Irma, eh ben, les militaires y vont, ils remplissent sa mission jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce métier dans l'armée de PNC. Qui approche, bonjour le Codam 10-12. Bonjour 10-12, maintenez 9000 pieds atteignants et vous me rappelez passant Tango Alpha Fox. Ça sera ensuite Auvigny et certainement un peu d'attente. On maintient 9000 pieds atteignants, on rappelle passant Tango Alpha Fox, Auvigny ensuite et on prévoit de l'attente. Sur la finale à Tahiti, Tango Bravo. Poursuivez, ça se libère dans 30 secondes. 1000. Minimum. Continue. $400. 300. 200. 100. 50, 40, 30, 20, retard 10.
Alors 10-12, c'est la deuxième à gauche pour vous, taxi West Sierra, vous irez en Papa 2. Deuxième à gauche, Sierra et Papa 2 pour le 10-12. Les tâches métard sont un petit peu plus sinistres sur Charles de Gaulle et sur le Bourget où c'est un Broken 1005, Broken 4008. Donc c'est des éléments qui ont été donnés par les météos, qui sont des seuils de plancher, de nuages. Et globalement, tant qu'ils passent pas un seuil, ils ne font pas de modification au niveau de la luminosité. Ce qui a été donné par les prix météo, c'est qu'on devrait avoir du 2500 pieds au plus bas et avec des plafonds qui sont autour de 4-5 pieds. Je suis arrivé à l'Estérel il y a 1 an et demi à présent. J'ai d'abord intégré les forces au sein de Villacoublay dans un escadron de transport pour le déplacement des VIP. Et donc l'année dernière, j'ai eu la chance d'être muté sur 310 à l'Estérel. À présent, j'ai un peu plus de 2000 heures de vol, dont 600 sur 310. J'ai d'abord appris à voler sur TB10 à Salon, ensuite un passage sur Globe 120 à Cognac, la poursuite sur Embraer 121 Xingu au sein d'Avor, enfin le TBM et pour finir le 310 pour le moment. Donc c'est une évolution qui suit son cours, puisqu'on passe d'avions de plus en plus, enfin des avions de plus en plus performants. Et donc le 310 aujourd'hui c'est le summum de la flèche. Alors en fait c'est un métier qui mêle beaucoup de domaines différents. Tout d'abord, il y a le côté aéronautique qui est indéniable parce que lorsqu'on s'envole avec l'avion, eh bien effectivement, on s'envole avec l'avion. Ensuite, il y a le fait d'avoir un équipage d'une douzaine de personnes, ce que je n'avais jamais connu auparavant, donc une dimension humaine qui est bien plus développée et bien plus riche. Et ensuite, il y a les escales avec la découverte de nouvelles populations, de nouveaux horizons. Je n'avais jamais vu l'Afrique auparavant, j'ai rencontré l'Afrique. J'ai eu l'immense chance de faire un tour du monde du coup sur 310 il y a 1 mois. Ça a été de magnifiques escales. Nouméa, je ne pensais pas que je l'aurais vu un jour et j'ai eu le bonheur de me baigner là-bas. Donc c'est tout autant de choses qui se mêlent et s'entremêlent dans l'aviation stratégique que nous réalisons ici au niveau de l'Estérel. Alors justement, il y a cette notion de diversité tout d'abord, que l'on ne retrouve pas dans l'aviation civile, mais surtout, c'est le fait de nourrir d'autres valeurs qu'une entreprise. Se lever pour nourrir le PDG d'une entreprise, ce n'est pas du tout la chose que l'on souhaite. Honnêtement, ce sont les valeurs de l'armée et ce qui fait plaisir d'honorer, c'est de pouvoir dire qu'on nourrit la France et l'ensemble de ses concitoyens. 10, 5.
C'est aussi la mise en place en 1968 d'un centre d'opération à Villacoublay, le COCOTAM, qui permet de rester en communication permanente avec tous les avions, quelle que soit leur position dans le monde. Pour répondre aux nouveaux besoins sur les sites de la Polynésie, des Douglas DC-8 arrivent à l'escadron de transport Estérel de Villacoublay. Les escadrilles du COTAM stationnées outre-mer, qui regroupent le plus souvent avions et hélicoptères, reçoivent en avril 1976 l'appellation ETOM, Escadron de transport d'outre-mer. L'Estérel est doté en 1993 de 2 Airbus A310 destinés à remplacer 2 de ces 4 DC-8. Le recours à ce nouveau matériel était d'autant plus nécessaire que le nombre des interventions auprès de populations sinistrées déjà important pendant les années 70 a presque doublé au cours de la décennie suivante. Les premiers équipages des C-8 ont la certitude d'avoir vécu une période exaltante dans leur vie professionnelle et également d'avoir participé à un tournant décisif dans l'histoire de la force de projection. Et je pense que les nouveaux équipages sont fiers du passé de l'Estérel, et du passé également au GLAM pour une partie d'entre eux. Voilà. J'ai évoqué les premiers battements d'ailes du FRAFA, donc le premier DC-8 de l'armée de l'air, et c'était donc au début de l'année 66, puisqu'il était arrivé le 29 décembre 1965, mais à ce moment-là piloté par du personnel de l'UTA. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est le dernier vol du FRAFA qui a eu lieu le 3 juillet 1989. Nous étions réunis au Bourget, donc, et puis il y a eu... c'était le général Lemieux qui commandait le transport aérien militaire, et donc il y a eu une petite cérémonie, et puis j'ai eu l'occasion de prononcer un modeste speech pour rappeler ce qu'avait fait le FRAFA et accessoirement ce que les membres d'équipage avaient fait avec lui. Pendant que j'étais à cette unité, il s'est produit un événement important, c'était la fin de l'Algérie. Le 19 mars 1962, des pourparlers ont eu lieu entre les représentants de l'Algérie et des représentants de la France, et il a été décidé que donc le 19 mars 1962, l'Algérie deviendrait un pays indépendant. Il restait tout de même un cas particulier qui a été réglé de façon particulière, c'est le fait que la France faisait des expérimentations nucléaires à Inneker et que d'autres expérimentations devaient avoir lieu à Inamgel. La France a conservé le droit de continuer ces expérimentations pendant 3 ans en Algérie, ce qui fait qu'à partir de 1966, il fallait choisir un lieu pour ces expérimentations et le moyen d'y accéder. Il n'a pas été trop difficile de choisir la Polynésie, parce que c'est un pays vraiment assez éloigné, mais il y avait 2 conditions, c'est que la France devait éviter de survoler, ou plutôt les avions français devaient éviter de survoler beaucoup de pays étrangers, d'en survoler le moins possible bien sûr, et également de n'atterrir dans aucun pays étranger. Donc il a été décidé que le trajet se ferait en 2 étapes, Paris-Pointe-à-Pitre et Pointe-à-Pitre-AO, qui était la base avancée en Polynésie. Pointe-à-Pitre, il n'y avait aucun problème particulier, puisqu'entre Paris et Pointe-à-Pitre, c'est un survol maritime, et puis la Guadeloupe est un territoire français. Par contre, entre Pointe-à-Pitre et AO,
eh bien ça faisait un trajet d'abord qui était assez long, 10 000 km, un tout petit peu moins de 10 000 km, et avec obligatoirement un survol terrestre, puisqu'il fallait couper l'Amérique, ou plus exactement la jonction entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc c'est-à-dire Panama, mais en fait cela représentait, en avion à réaction, ça représentait 4 à 5 minutes de vol, donc c'était extrêmement court. Et Panama, à cette époque, avait un contrôle aérien qui était assuré par les États-Unis. La mission première de l'unité, c'était uniquement le transport de la bombe, ou du moins des éléments constitutifs de la bombe. Voilà. Donc ça signifiait que dans un premier temps, l'avion ne faisait qu'un seul parcours, c'est Paris, Pointe-à-Pitre, AO et retour. C'est ça. Mais il pouvait aussi avoir de temps en temps des transports beaucoup plus importants en poids, en masse. Et donc là, il n'était plus possible de faire le trajet Pointe-à-Pitre à Haut, mais l'avion faisait le tour du monde en passant de l'autre côté. Donc le premier vol qui a été fait par un équipage militaire en DC-8, c'était le tour du monde. Oui, il a fait le tour du monde en passant à l'aller depuis Paris à Djibouti, Kuala Lumpur, Nouméa et Papeete, Guao plus exactement. Et le retour, par contre, l'avion avait une charge très importante et il passait par Pointe-à-Pitre et vers Paris. Par contre, les vols en passagers ont commencé après les transports opérationnels, donc d'éléments constitutifs de la bombe. En janvier 2017, l'Estérel a eu l'honneur de reprendre les traditions des escadrilles BR-227, F-110 et BR-224, qui se sont illustrées lors des Premières et Secondes Guerres mondiales. Ainsi, l'Estérel est actuellement composé de 3 escadrilles. La première, dotée d'Airbus A310, reprend les traditions et l'insigne de la BR-227. La deuxième escadrille, dotée d'Airbus A340, reprend ceux de la F-110. Et l'escadrille d'instruction et d'entraînement Airbus, ceux de la BR-224.